Bonjour, bienvenue dans l'œil du voyageur avec un invité aujourd'hui un peu spécial parce que nous restons dans notre région et pourtant nous allons voyager vraiment et découvrir des endroits, des animaux, une vie marine extraordinaire grâce à Philippe Mort que je remercie pour sa venue aujourd'hui sur notre plateau. Philippe Mort, c'est un monsieur qui est à la fois réalisateur de films, mais aussi éthologue, ce qui est un métier un peu particulier. Il est l'un des seuls en France. Et juste avant qu'il nous explique ce en quoi consiste l'éthologie, grâce à lui, lorsque nous nous promenons sur le bord de mer, sur notre littoral, on peut savoir aujourd'hui que tout cet univers, tout cet horizon est peuplé, habité par un tas d'animaux, une vie sous-marine extraordinaire qu'on ne soupçonne pas. Et grâce à son travail et à son approche animalière en même temps, eh bien, on peut suivre ces animaux sous l'eau, mais en même temps en surface. Et donc, c'est son travail depuis assez longtemps. Et donc, Philippe, éthologue, c'est quoi? Réalisateur, on sait ce que c'est, mais éthologue, l'éthologie, c'est quoi? Bien, l'éthologie, en fait, si on veut être très court et très simple, c'est l'étude du comportement des espèces vivantes, Jean. C'est quelque chose qui est assez essentiel, notamment, je pense, quand on fait du cinéma, ça peut paraître un peu comme ça anachronique, mais il faut savoir que notamment tous les cinéastes anglo-saxons qui vont justement parcourir le monde, qui vont faire découvrir les espèces animales, se disent dans leur maxime, bah, pour filmer l'animal, il faut comprendre le comportement de cet animal. Et c'est en cela que pour moi l'éthologie était essentielle. À un moment donné de ma vie, je suis parti reprendre justement mon chemin, on va dire, presque scolaire pour pouvoir étudier l'éthologie et aller jusqu'à Parce que vous dites des qu'en sommets fait, de travail. c'est ça, quand on filme l'animal, on ne peut pas filmer l'animal finalement comme on filme un être humain. Nous vivons avec des êtres humains, donc on sait plus ou moins, et même si on soupçonne pas véritablement, mais filmer l'homme, le suivre. En revanche, l'animal, on peut pas aller simplement faire une séquence d'une demi-heure avec les dauphins. Il faut comprendre d'où il vient, où il va, ou avec les baleines. Donc, vous dites que les anglo-saxons, hein, les Anglais, les Américains ou les Australiens laissent du temps, alors que on est beaucoup plus restreint dans notre approche animalière filmée en France. Moi, je crois qu'on est beaucoup plus restreint, essentiellement aussi parce qu'on n'a pas les mêmes paramètres économiques pour filmer, notamment dans les documentaires animaliers. C'est vrai que les anglo-saxons ont cette capacité confortable à avoir des productions qui sont étalées sur plusieurs années. Et puis, effectivement, pour filmer l'animal, il faut le connaître un petit peu parce il est avec des comportements, il peut être réactif à certains moments. Il faut savoir des fois anticiper certaines choses et c'est cette curiosité un peu préparatoire dont on a besoin pour les filmer. Et alors, comment est-ce que vous avez découvert l'éthologie vous-même? Alors moi, j'ai découvert l'éthologie par tout simplement le fait que je m'intéressais déjà énormément donc, au monde animal et notamment au monde des mammifères marins qui est devenu mon sujet de prédilection. Et donc j'ai repris cette fonction élémentaire de partir un petit peu sur ce côté universitaire à partir de mes envies cinématographiques. Donc le besoin de raconter des histoires venait s'associer au besoin aussi de connaître et de comprendre scientifiquement l'animal. Alors, vous êtes originaire d'Antibes, vous avez grandi, Oui. vécu, et c'est vrai que même ce poste d'Antibes un petit peu avancé, parce qu'avec le cap d'Antibes, à partir de là, quand on va en mer à 2 ou 3 kilomètres, il y a toute une richesse qu'on ne soupçonne pas véritablement, sous-marine. Antibes est une ville, comme vous le dites, Jean, assez emblématique. Emblématique parce qu'effectivement, c'est une ville qui a une grosse culture par rapport au monde de l'image sous-marine, notamment. On peut même se souvenir que la Calypso a été configurée, formatée à son origine dans les chantiers d'Antibes il y a fort longtemps. Donc, c'était déjà quelque chose qui était presque annoncé pour que Antibes ait cette culture du monde de la mer. Et moi, d'une certaine manière, je suis effectivement très sensible à ces populations qui sont à quelques milles de nos côtes et que beaucoup de gens, de locaux, ignorent même sur l'existence des dauphins et des baleines que nous allons découvrir ensemble durant ces Alors, il quelques y a moments. un premier extrait, malgré tout, pour voir un peu l'image. Ça se passe au large des îles de Lérins, et donc on va voir quoi, là? Alors, c'est une séquence d'un film qui est déjà un petit peu ancien. Donc, on va découvrir au large des îles de Lérins donc des cachalots, ce qui peut paraître assez surprenant. Fameux cachalot qui nourrit la légende des romans de Herman Melville avec ces baleines tueuses qui, en fait, viennent se nourrir de manière très,
très placide près de nos côtes. Et donc, ce sont des images qui ont été filmées durant la saison estivale. Et on va apercevoir ce groupe de cachalots qui a été pour nous quelque chose d'assez spectaculaire. Donc, on peut parler de voyage immobile, tant ces images sont incroyables. Bah, écoutez, on part au large des îles de Lérins. C'est avec Roger Arquier, pilote spécialisé dans la reconnaissance aérienne des cétacés, que je pars en haute mer faire un repérage de baleines. À 22 000 des côtes, 3 cachalots sont en surface. Leur présence sera signalée directement au bateau pour établir un contact et une observation marine. Nous arrivons en baie de Cannes, derrière les îles de Lérins. L'île Saint-Honorat dévoile les fortifications de son monastère cistercien qui plonge vers la mer. Si les cachalots sont dans le secteur, il nous suffit d'attendre et d'observer. Sous l'eau, un cachalot peut rester plus d'1 heure en profondeur. C'est un champion de l'apnée et le mammifère le plus profond de la planète bleue. Après une longue sonde, en général, il remonte toujours dans une même zone. Ouais, donc normalement il y en a 2 en 7-0 là, 43-29 et 7-0, donc plus à l'ouest de notre position, et normalement il y en a un dans notre position à nous là. Moi ici, il y en a un 43-29 et 7-0. À tribord, devant la proue du navire, un cachalot vient de faire surface. Il ne semble pas perturbé de se trouver aussi proche des côtes. Pour lui, cet environnement est loin d'être celui des eaux profondes qu'il côtoie généralement. Le corps dépasse à peine de l'eau. Sans son souffle puissant en oblique provenant de son seul évent, en haut de la tête, il pourrait passer inaperçu. Il avance tranquillement avec un faux air de ressemblance, avec une énorme souche de bois flottant à la dérive. Sous l'eau, la forme de son corps en guitare est impressionnante. Une tête carrée et un corps plissé, trapu, réveillent en nous notre imaginaire et les récits légendaires des chasses baleinières, avec ces combats à mort entre l'homme et l'animal. En augmentant sa vitesse, le cachalot prépare sa sonde. Il remonte vers la surface pour prendre de la puissance avant de se verticaliser en laissant apparaître sa nageoire caudale hors de l'eau. Ce n'est pas un seul individu qui est autour du bateau, mais bien plusieurs. Les cachalots forment des groupes sociaux très distincts. Les femelles et les jeunes des deux sexes, qui évoluent dans un groupe stable, et ensuite les mâles, qui se répartissent en 2 groupes, les mâles adultes et les jeunes mâles. À une autre époque, et dans d'autres mers, il aurait été la cible privilégiée du harpon du chasseur. Aujourd'hui, l'animal ne risque que de présenter son plus beau profil à des chasseurs d'images bien inoffensifs. Un cachalot, ventre vers la surface, semble de manière insouciante faire la planche entre 2 eaux. Si un cachalot blessé peut devenir une vraie menace envers ses agresseurs, en général, l'animal est placide et ne réserve sa puissance que dans les combats titanesques avec ses proies favorites, les calmars géants, qui se tiennent dans les profondeurs abyssales. Les cachalots vont rester près d'1 heure avec nous, alternant leurs séquences de plongée et leurs séquences en surface.
Extraordinaire. Tout près. Souvent, c'est fréquent, malgré tout, d'avoir des cachalots comme ça au large de l'Érins. Alors c'est assez fréquent dans la mesure où on a pu maintenant sur des longues années voir régulièrement de manière statistique ces animaux venir se nourrir dans une période très déterminée de l'année. Ils viennent se nourrir essentiellement de céphalopodes, de calmars géants. Et effectivement, c'est des observations qu'on a pu faire de manière récurrente. Quelle période de l'année en général? Alors c'est toujours la période estivale, on est généralement dans des périodes entre juillet et le mois d'août. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous-même, vous organisez des conférences marines, on peut dire, parce que c'est à partir de Villefranche, et ça commence dans pas très longtemps d'ailleurs. Alors c'est vrai que physiquement et en 3D, on peut me retrouver régulièrement sur des bateaux qui partent de Villefranche-sur-Mer et qui amènent effectivement des gens à la découverte des cétacés de Méditerranée. Et il m'arrive régulièrement de faire des conférences naturalistes en direct avec ces populations d'animaux. On donnera votre site d'ailleurs à l'image en même temps parce que c'est formidable, quoi. Je veux dire, on a l'occasion, ça se passe, c'est 3 fois par semaine, et puis Absolument, vous restez 2 heures, 3 heures en mer, je sais pas combien de temps. On reste à peu près 4 heures en mer, donc ce sont des grandes sorties, c'est de l'écotourisme baleinier, donc c'est de l'observation respectueuse en milieu marin, dans les conditions du sanctuaire Pélagos, et ça donne aussi la possibilité aux gens là d'aller voir vraiment les animaux sur place. Et écotourisme marinier, vous dites, ça veut dire que écotourisme marin, donc on peut tout à fait aller les voir sans les perturber. On peut aller les voir sans les perturber. La perturbation, en fait, est souvent le fruit de l'intensification d'une activité. Or, les activités ici, dans la région, sont assez restreintes. Il y a très peu de bateaux qui produisent ce type d'activité et ils sont tous professionnels, donc ils le font tous de la manière la plus qualitative possible. Parce que c'est vrai que on a eu cette conversation en préparant l'émission en même temps. Certaines personnes, et c'est vrai, des navigateurs aussi nous expliquent que lorsqu'ils sont dans le Pacifique, le comportement du cachalot ou en Atlantique et en Méditerranée diffère en fonction du trafic de bateaux. Or, vous nous disiez également que finalement, ces énormes animaux ont la capacité de s'adapter sur le temps au comportement des humains. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'évoluer comportementale. C'est un peu votre travail. Vous pouvez suivre ça aussi et nous le dire. En fait, nous naissons tous au même moment. L'humain d'aujourd'hui est contemporain de ces baleines elles-mêmes contemporaines. Donc, il est évident que la cartographie acoustique, qui est celle des cétacés en général... La cartographie acoustique, ça veut dire le bruit ressenti sous l'eau par les baleines. Est aujourd'hui la même que effectivement celle que nous pouvons ressentir dans le milieu urbain et citadin dans lequel nous vivons. Et c'est évident que ces baleines n'ont plus rien à voir avec les baleines du XVe siècle. Donc elles se sont effectivement habituées, comme les dauphins. Donc il y a une éducation qui est transmise par les femelles et qui leur permet de s'adapter. Alors bien évidemment, la dangerosité viendrait de la modification et de l'intensification. C'est toujours les excès qui restent les choses à combattre. Mais dans la régularité des opérations, on peut dire que c'est des animaux qui s'adaptent. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut faire respecter malgré tout un certain code pour ne pas les perturber, mais jusqu'à un certain point, finalement, comme vous dites, la baleine du XVe siècle, elle serait un petit peu perdue si elle débarquait aujourd'hui, comme l'homme du XVe siècle le serait dans notre société. C'est une parfaite analogie, absolument. Voilà. Et ce comportement, on le voit même à l'image, chaque fois, cette éthologie, on suit dans la continuité. Hein. C'est un peu dans vos films, c'est ce qu'on ressent chaque fois. Sous l'eau, en extérieur, il y a toujours ce lien. Hein. Rien n'est... Tout est en cercle. Moi, j'essaye de filmer le plus simplement possible et de faire ressentir en fait une explication qui viendrait d'une séquence la plus complète possible pour éviter la triche, notamment dans certains documentaires animaliers où on va récupérer un certain nombre d'images pour constituer une séquence, mais des fois ces images n'ont pas de lien direct à l'instant T où on les filme. Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement j'ai la chance de pouvoir pratiquer dans un terrain qui me permet de filmer des séquences qui sont à la fois toujours très uniques et qui appartiennent au moment précis où on les filme. Et sans il n'y a pas de sensationnel, quoi. Je veux dire, on essaye de rester vrai, quoi. Hein. C'est ça votre... Je pense que le sensationnel vient tout simplement de l'émotion qu'on peut laisser passer. Si on est nous-mêmes sensible, eh bien, je pense que le public peut aussi être sensible derrière.
Et c'est ce qu'on va voir aussi au large de Villefranche avec des dauphins cette fois-ci dans ce nouvel extrait. Alors, on va voir donc au large de Villefranche des globicéphales noirs voilà, qui sont des. Alors, dans le jargon anglo-saxon, dès qu'un cétacé dépasse les 3 mètres, on parle de baleine, de little whale. Mais en règle générale, les globicéphales appartiennent à la famille des dauphins, des delphinidés. Donc, ce sont des grands dauphins noirs qui vivent en troupeaux compacts et qui sont là aussi des animaux excessivement spectaculaires à observer. Et ce sont des animaux qu'on peut éventuellement observer lorsqu'on part en conférence marine avec vous à partir de Villefranche. Alors on peut les observer à partir de Villefranche quand on a la chance de les croiser. C'est pas toujours le cas. C'est des animaux qui sont. Vous êtes reliés par des avions. Alors on a effectivement un avion de reconnaissance qui travaille notamment donc au repérage aérien et qui travaille en synchronisation avec les navires pour justement à la fois se retrouver sur site. Exactement, aider à la qualité des approches et puis nous permettre aussi d'avoir un repérage beaucoup plus pointu. Bon, bah écoutez, on part au large de Villefranche. Cette fois-ci, on était au large de l'Érins. Maintenant, c'est Villefranche. Comme quoi, notre côte est peuplée. Villefranche est écrasée par le lourd soleil du milieu de la journée. La ville semble se reposer, laissant ses ruelles typiques jouer seules entre les ombres et la lumière. Si la nonchalance s'est emparée de la petite cité côtière, la sirène a déjà regagné la haute mer. Au large, la température de l'eau est de plus de 25 degrés. À la surface, d'étranges nageurs envahissent l'horizon. Des globicéphales noirs, des grands dauphins à tête bulbeuse, au corps foncé, dépassant les 4 mètres, se tiennent en rang serré. Sous l'eau, la cacophonie des échanges est intense. Les animaux communiquent de manière sophistiquée. C'est une espèce très sociable et très structurée entre elles. Peu farouche, ils s'approchent du bateau et semblent venir inspecter la coque. Nous aurions l'impression d'observer des animaux s'ébattre dans un bassin. On pourrait presque les toucher. Si les globicéphales ne sont pas du genre acrobatique, les lents mouvements près de l'eau découvrent la morphologie massive de ces grands dauphins. En apnée profonde, peuvent atteindre si nécessaire les 600 mètres pour aller chercher leur nourriture, constituée essentiellement de céphalopodes. Ces dauphins sociaux vivent en groupe de plusieurs dizaines d'individus. Mais il n'est pas rare de voir des groupes constitués de plusieurs centaines d'individus. Très soudés entre eux, le groupe est hiérarchisé autour d'un adulte dominant que l'ensemble des dauphins suit aveuglément, ce qui peut engendrer parfois des échouages massifs, plus importants que chez les autres espèces. Ouais, c'est particulièrement extraordinaire, quoi. Je veux dire, ces troupeaux de dauphins tout près, savoir qu'on est là et qu'ils sont là et qu'on l'ignore un petit peu souvent. Hein. On a cette capacité à voir ces animaux qui ont une curiosité exploratoire, qui viennent s'approcher très près des navires. C'est des animaux qui sont par nature déjà très, très curieux, qui ont un comportement comme ça de proximité. Et on a presque l'impression, comme on le voit dans le film, qu'on est au bord d'un bassin, alors qu'on est très loin au large, mais tout en étant très à côté. C'est le paradoxe, c'est qu'on est à quelques dizaines de kilomètres du littoral azuréen. Mais bon, c'est vrai que vous vous intéressez aux cétacés, aux animaux marins, mais
vous avez d'une manière générale un amour pour l'animal, où qu'il soit, même l'animal terrestre. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez fondé carrément une banque presque d'images, quoi, du film animalier, quoi, Antibes, c'est ça? Alors, on est au tout début d'une aventure. C'est l'Institut du cinéma animalier. C'est un institut qui a pour vocation de récolter le patrimoine français des films qui sont réalisés par des cinéastes. Donc, c'est quelque chose qui a débuté en 2011. Qui a été créé avec un jeune collaborateur, Johan Honegger, qui est avec moi dans cette aventure. Et puis 7 personnes sont autour de cette structure pour pouvoir faire de la collecte de films qui pour l'instant est à son début. Et j'espère un jour disposer d'une cinémathèque qui pourra mettre en avant et en exergue tous les talents différents de tous les cinéastes animaliers français. Ah, c'est extraordinaire. Et puis c'est vrai que grâce à votre travail, en même temps, ça nous permet bien sûr d'envisager la richesse de notre territoire, parce que ce qui se passe en mer se passe en montagne également, et surtout d'avoir un regard sur l'horizon. On est souvent perturbé par des interférences quand on conduit, ou le téléphone, parler, la radio, voilà, et on ne regarde plus loin, avec à 2 ou 3 kilomètres. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir dans les pays souvent en voie de développement. Les gens ont une conscience de la vue qui est beaucoup plus exercée que nous dans nos pays dits développés. Vous êtes à Madagascar, de très loin, les gens vous repèrent et vous voient. Vous êtes en Asie, au Laos, les gens vous voient aussi, on vous perçoit. Chez nous, on regarde moins. Et grâce à votre travail, on peut re-regarder à nouveau. Et ça, c'est très agréable, quoi. Je crois que c'est le regard de tous les gens qui réalisent des films, c'est de redonner la vision du plan d'ensemble, de nous remettre dans un contexte, de nous remettre dans une situation. Et c'est vrai que le monde animal, à la fois nous renvoie une image de choses qu'on ne connaît pas, mais nous renvoie une image de nous-mêmes. Nous nous resituons dans la notion du vivant, car nous sommes une espèce animale comme une autre. Et voué à disparaître, vous me disiez tout à l'heure. Nous sommes sur une voie d'extinction, mais rassurez-vous, c'est dans quelques milliards d'années. Avant la fin de l'émission, on pourra tenir. On devrait pouvoir terminer l'émission. Ça vous prend beaucoup de temps pour faire des films comme ça? Ça prend des années. La patience, je crois, est l'école de base quand on veut faire des films animaliers. Il faut effectivement, des fois, prendre plusieurs années. Le film dans lequel nous avons quelques extraits aujourd'hui, c'est Une saison avec les baleines. C'est 3 ans de tournage. 3 ans qui ont permis de pouvoir reconstituer une forme de journal de bord sur une année, ce qui est assez important en termes de temps de travail. Et comment vous, je ne dis pas rentabiliser, mais comment vous utilisez ces films? En fait, vous faites des conférences, vous tournez avec? Je me considère comme un artisan, donc je vais effectivement utiliser ces films dans la façon la plus directe du cinéma de départ, c'est-à-dire en fait présenter mes films et puis intervenir avec le public, échanger, pratiquer donc une forme de cinéma de conférence qui me met en prise directe aussi avec les gens qui vont être les premiers spectateurs de ce type de document. Et comment on fait pour voir vos conférences? Est-ce qu'on peut, si une personne est intéressée, puis une municipalité ou une association pour vous présenter, on va sur votre site et puis on vous contacte? Effectivement, on peut aller sur mon site directement qui est étayé justement pour donner toutes les informations sur philippemort.com, qui va pouvoir effectivement déterminer les différents programmes qui peuvent être présentés. Et donc, en l'occurrence, c'est aussi l'occasion de pouvoir cibler tout type de public, que ce soit des publics adultes comme des publics scolaires. Il ne faut pas oublier, malgré tout, c'est vrai, sans vous vanter ou quoi, que vous avez été l'invité de Thalassa, que vous avez fait de nombreuses émissions de télévision nationale, que vous êtes dans ce domaine-là une référence nationale. Donc, c'est une chance de vous avoir ici, chez nous, non seulement sur le plateau de l'Œil du Voyageur, mais en général dans la région, et pouvoir vous contacter justement pour nous faire profiter ou faire profiter des personnes intéressées de votre proximité et de cette explication, comme vous dites, humaine, tout en étant artisanale. Malgré tout, il faut savoir aussi que vous avez une portée nationale dans votre travail. Bon, simplement, il faut le dire. On part à nouveau au large de Villefranche, Philippe? Alors, on va partir à nouveau au large de Villefranche. Et cette fois-ci, pour voir vraiment... Là, on va attaquer sur du XXL, puisqu'on va découvrir
enfin les fameuses baleines de Méditerranée, donc le rorqual commun, qui est la deuxième espèce vivante après la baleine bleue en taille au niveau de sa puissance. Et ces baleines sont effectivement présentes durant l'été, puisqu'elles viennent se nourrir en krill durant la période estivale dans notre région. Et ben voilà, on part en voyage. 10 juillet. Villefranche semble encore somnoler dans sa fin de nuit. La sirène s'apprête à embarquer ses courageux et matinaux écotouristes. Hier, en fin de soirée, des baleines ont été vues près du littoral. J'ai l'espoir que nous puissions les retrouver à quelques milles de la côte. Hein? Une baleine? 180 et quelques, hein, 182. La puissance d'un jet vertical et droit est sans équivoque. C'est un rorqual commun. Le souffle de plus de 5 mètres nous indique que les baleines viennent récupérer en surface. Elles avancent régulières sans se soucier de notre présence. Sous la surface, le rorqual commun laisse découvrir son long corps fuselé, sûrement une des formes les plus gracieuses de l'univers des baleines. Ce mammifère marin de près de 20 mètres et de plus de 50 tonnes semble effleurer la surface de l'eau avec grâce et élégance. Il y a plus de 2000 rorquals en Méditerranée. Après la baleine bleue, le rorqual commun est le plus gros animal vivant sur notre planète. Visible en été dans le bassin provençal, cet animal est présent dans toutes les mers du globe. La baleine s'alimente en krill, de minuscules crevettes qui constituent son alimentation quotidienne. Vorace, elle peut en consommer plus d'1 tonne par jour. Les baleines vont rester en surface proche de nous à une centaine de mètres, avant de décider de sonder discrètement vers les profondeurs pour une durée de 20 minutes. Les animaux sont discrets plus que timides, et nous décidons plutôt de remettre cap sur Villefranche afin d'abandonner nos 2 rorquals à leur recherche de nourriture. Merci Philippe pour ces voyages. Vous êtes constamment sur la brèche, habité par votre passion. Vous travaillez sur un projet futur de film qui va sortir bientôt, je crois, c'est ce que vous me disiez. Actuellement, oui, je suis en montage sur mon prochain film, donc, dont le titre provisoire est Le Monde des dauphins, qui va être sur la thématique de la rencontre entre l'homme et les dauphins. Donc ça va être un regard porté sur notre relation que l'on a avec cet animal. Et normalement, il devrait sortir fin juin, toujours dans les mêmes conditions. Il sera ouvert à la fois en conférence et en DVD pour pouvoir effectivement l'exploiter. Et tourner dans notre région, et là aussi, fidèlement, tourner essentiellement en région et dans la Méditerranée nord-occidentale. Formidable. Et ça veut dire où, nord-occidental? Ça veut dire notre bassin azuréen essentiellement, donc on va dire entre Monaco et Marseille pour faire un raccourci. Superbe. Vous avez un extrait que vous pouvez nous proposer? Bon, on peut terminer avec la bande-annonce du film qui est actuellement donc, en train d'être diffusé et qui... ça sera un 40 minutes, grosso modo? Ça sera un film d'un format donc, effectivement... Si les gens veulent vous retrouver ensuite des conférences, voilà, et puis sur votre site, moyen métrage. Philippe, comme on part en image avec vous, on reste avec vous, mais on voulait vous remercier sincèrement pour votre travail, votre initiation à ce respect en même temps, parce que c'est à la fois une approche et un respect, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on voit, mais aussi à bonne distance pour ne pas embêter, mais quand même se rendre compte que c'est là que ça existe et qu'on a la chance d'avoir ça sous nos pieds. C'est moi qui vous remercie. Moi, j'ai fait aussi un voyage avec vous, un voyage immobile dans notre région pour nous faire rêver et aller beaucoup plus loin. Bon, eh ben, on reste avec vous en tout cas. À bientôt. Merci.